La mystérieuse disparition du talibé est le troisième roman de Hamidou Ba. Alors pour commenter ce livre, j'ai invité sur le plateau Béatrice Bernier-Barbé, elle est française, et vous êtes aussi écrivain puisque vous êtes l'auteur de ce livre La Linguère Saga, Voyage d'une vie. Nous en parlerons plus tard, nous aurons l'occasion, pas dans cette émission, mais ultérieurement. Mais il faut dire aussi que vous êtes médiatrice pour les enfants à besoins spécifiques. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors déjà, merci de m'avoir invité, Monsieur Kahn. Médiatrice pour les enfants à besoins spécifiques. Médiatrice pour les enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire que j'ai une formation pour m'occuper des enfants dits différents. Oui. Les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, des enfants qui sont diagnostiqués précoces. Je préfère le terme haut potentiel au terme de précoce. Oui. Des enfants qui ont des troubles de 10. Oui. Voilà, des enfants qui ont besoin d'apprendre autrement, disons. Oui. Peut-être que je ne sais pas si les talibés entrent dans cette catégorie aussi. Tous les enfants rentrent dans cette catégorie. Parce que c'est le thème principal de ce roman. Alors, la mystérieuse disparition du talibé, alors le raconter brièvement, ce serait dire, c'est une série de disparitions de jeunes talibés que le roman raconte, dont les corps sont retrouvés, mutilés et violentés, parfois même violés. Alors, l'un de ces talibés, lui, il a de l'ambition, il est audacieux, il veut sortir de cette condition de talibé, et il a été très... vraiment choqué parce qu'on annonçait à la radio et à la télévision qu'on venait encore de découvrir un autre cadavre de talibé. Et il a décidé de mener une enquête. Au cours de cette enquête, donc, il arrive à découvrir le poteau rose macabre. Hein, c'est que ces enfants sont pris pour des sacrifices humains. Alors, en même temps, maintenant, c'est une enquête un peu. Quand on suit cette enquête, on voit qu'il nous fait découvrir le quotidien de la vie des talibés. Mais en même temps, peut-être ce qui est aussi tout aussi intéressant quand on parle de ce roman, il nous montre, il met à nu la corruption et l'impunité, hein, qui sont des facteurs bloquants quand on veut régler certains problèmes dans notre société. Voilà, c'est un peu cela. Alors, quand j'ai lu ce roman-là, Hamidou Ba, et l'actualité de ces derniers jours, et peut-être avant, j'ai eu l'impression de... Ça m'a intéressé parce que je me dis, tiens, Hamidou, il nous parle de ce qui se passe tous les jours, hein, cette violence inouïe qui vraiment saisit tout le monde et interpelle tout le monde dans notre société. C'est un fait divers, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Bonjour Monsieur Sadakan, avant tout permettez-moi de vous remercier pour l'invitation sur cette émission, dans cette émission. Je remercie également Madame Béatrice Bernier-Barbier qui est présente sur le plateau, ainsi que le cher public qui est là et également les Miss Guinée-Sénégal qui ont bien voulu m'accompagner pour cette émission. Alors effectivement, la mystérieuse disparition du talibé, il faut savoir que c'est un ouvrage qui est né d'un fait d'actualité. Cela a été inspiré d'une coupure de presse que j'avais lue au moment où j'écrivais l'ouvrage, c'est-à-dire il y a exactement 2-3 ans, et qui rapportait la disparition d'un talibé dans la ville de Dakar. Oui. Alors, je dirais donc que cette œuvre est née d'un constat, mais également d'une volonté à vouloir sensibiliser tout en chacun, hommes, femmes, tout âge confondu. Oui. Alors, Béatrice, vous avez organisé un café littéraire il y a quelques jours autour de ce roman. Alors, il y a plusieurs thèmes, comme je dis. Alors, quels sont parmi les participants les idées forces qui se sont dégagées, qui ont été exprimées ? Alors, nous sommes un collectif d'auteurs et auteurs. Nous avons différentes nationalités, différents styles d'écriture, effectivement. Nous avons un programme qui s'échelonne de début janvier. On a commencé début janvier jusqu'au mois de mai. On a des auteurs qui écrivent de la poésie, des auteurs qui écrivent des romans policiers, des romans fantastiques, des romans initiatiques. Qu'est-ce qui s'est dégagé ? Nous, en tant qu'auteur, comment on vit ça ou au niveau des personnes qui participent? Oui, moi je parle des lecteurs, de tout l'ensemble, l'audience, les gens, qu'est-ce qui les a frappés dans ce roman-là? Dans le roman d'Hamidou? Parce qu'évidemment, il ne faut pas que voir la partie immergée de l'iceberg. Hein? C'est ce qui est en dessous, qu'on ne voit pas, est tout aussi important. Évidemment, on tue un talibé, mais enfin... Je pense que c'est le style d'écriture d'Hamidou qui passionne les gens. Oui. C'est fluide. On a envie de continuer, l'intrigue est excellente et ça nous donne envie d'aller jusqu'au bout et rapidement. Oui, comme un roman policier. Exactement, comme un roman policier, tout à fait. Oui. Alors, donc je disais que le jeune talibé y mène son enquête et c'est le personnage principal. Hein,
parce qu'il est décidé à savoir pourquoi, si c'est son ami qui est disparu, et savoir pourquoi, et éventuellement peut-être aussi trouver les ravisseurs. Alors on va tout de suite voir, dès le début, tout de suite il pose la scène. Il n'y a pas de secret. Hein. Il montre l'attachement du jeune talibé à son ami disparu. Et Fatima va nous dire cette partie du texte qu'elle a mémorisée pour nous. Pardon avait disparu. Fort. Dès que l'on se levait, lui et moi étions toujours ensemble. Sauf que ce matin, je l'ai cherché partout, en vain. C'était seul alors avec Moussa et Aliou que nous sortîmes. Comme d'habitude, nous partîmes à Mermoz, le coin des riches, comme nous appelions ce quartier à travers nos discussions. Les personnes prospères donnent toujours. Des fois peu, d'autres fois en abondance. Il nous arrivait de miser de visu sur quelques passants. Nous étions toujours surpris. Car plus la personne était bien habillée, plus sa voiture était luxueuse, plus nos espérances de décrocher la cagnotte étaient grandes. Curieusement, nous étions souvent déçus par leur grandeur d'âme. Personnellement, je n'y prêtais plus trop attention. J'avais compris au fil des années que l'habit ne faisait pas le moine. C'était ainsi que nous sortions tous les jours mendier. C'était notre vie, notre sort, notre travail. Nous étions des enfants de la rue, des talibés, pour parler comme le commun des Sénégalais. Le talibé est un apprenti et son maître, un marabout. À un très jeune âge, l'enfant est confié à l'érudit du Saint-Coran pour qu'il prenne soin de lui et de son éducation. Mais ces dernières années, les choses avaient largement dévié de cet esprit. Alors, il y a le maître mot qui revient de l'éducation. Ces daras, en principe, c'est des lieux d'éducation. Tu en sais quelque chose, toi, l'auteur de ce roman. Mais alors, est-ce qu'il y a une déviation? Ces enfants, tels qu'on les voit, ils se réveillent le matin tôt, ils quittent les HLM pour aller au Mermoz parce qu'ils pensent que dans ce quartier, ils trouveront beaucoup plus d'argent. Alors, on a l'impression qu'on les a jetés dans la rue. Et moi, j'aime pas ces trucs, les enfants de la rue, mais plutôt les enfants dans la rue. Hein, il y a des talibés, il y a d'autres qui ne sont pas talibés. Alors, est-ce que ce ne sont pas les adultes, là, que ce soit les parents, que ce soit les personnes auxquelles on a confié ces enfants-là, qui, quelque part, n'ont pas joué leur rôle? Ce qui peut être source de toutes les déviations possibles, les dérives, même parfois dramatiques. Exactement, et je dirais que l'ouvrage a pour vocation d'indexer la responsabilité des parents avant tout. Parce que Thierno, il explique, il vient de Ziguinchor, oui. Il explique les circonstances dans lesquelles il a quitté sa famille pour arriver dans un dara à Dakar, dans un orphelinat de façon plus large. Alors, il a perdu sa mère, il a perdu son papa, et puis son oncle l'a fait quitter Ziguinchor pour l'amener à Dakar afin qu'il suive une instruction religieuse. Alors, Thierno, il le dit très bien, les choses ont quelque peu dévié depuis quelques années. Oui. Alors, oui, ça a un peu dévié parce que les daras, ça a toujours existé. C'est une forme d'éducation qui existe bien avant l'arrivée même des colons en Afrique. C'est quelque chose qui nous vient des pays arabes. Et donc, l'essence même de ces orphelinats, c'est de dispenser un enseignement coranique. Et il y en a toujours qui le font à merveille. Comme vous le dites, moi j'ai été dans un dara à bas âge avant d'aller en France. Ce dara-là existe toujours et continue de faire un excellent travail dans le domaine de l'éducation. Malheureusement, il y a des choses qui dévient et c'est en cela que je disais qu'il y a une certaine déviance. Oui. C'est qu'il y a des personnes qui donnent un enseignement peut-être religieux à un groupe de personnes et qui pourraient dire qu'ils sont aussi un dara sans vraiment la formalité et tout l'artillerie qui va avec. Alors, s'intéresser au sort de l'enfant qu'on a donné pour être éduqué, quel que soit le type d'éducation, hein, est-ce qu'il n'y a pas là une grande responsabilité des parents qui se déchargent sur la personne qui a chargé et qui ne s'occupe plus? Ces enfants sont pratiquement abandonnés. D'ailleurs, ce sont les enfants les plus vulnérables. Hein. Je pense que c'est difficile d'émettre un avis général. Et je pense que c'est également difficile de porter un regard de jugement, quel qu'il soit. L'histoire de vie de chacun est différente. Et à partir de là, effectivement, je vous rejoins dans l'idée que, en tant que parent, quand on devient parent, on a une responsabilité vis-à-vis de son enfant, de ses enfants. Maintenant, dans le scénario de la mystérieuse disparition du talibé, les parents ne peuvent plus
s'occuper de leur enfant, si vous voulez. Ils ne sont même pas présents, ils ne sont pas là? Ben, je ne veux pas trop en dire non plus, je ne veux pas spoiler le livre, mais ils ne peuvent pas s'occuper de Tierno. Alors, il y a des problèmes de sécurité pour les enfants dans la rue. Évidemment, on voit vous mettez en scène parfois, il y a des bandes, c'est pas des bandes rivales, mais des groupes qui sont agressés par d'autres. Par exemple, Tierno, c'est le jeune policier, le jeune talibé enquêteur. Il a failli être bastonné, violé même, quand il a rencontré un groupe d'autres. Et c'est celui qui a disparu qui l'a sauvé. D'où d'ailleurs sûrement cette reconnaissance et cette amitié qui est très forte. Les enfants sont exposés à tout un ensemble de risques et de dangers lorsqu'ils sont dehors. Cela va des disputes et bagarres entre eux jusqu'à les attaques même domestiques. Il y a des animaux. Là, on recense un fait d'actualité qui est arrivé il n'y a pas longtemps où un enfant s'est fait mordre par un animal, un enfant de 11 ans. Donc quand ces enfants-là, ils sont dans la rue, il y a un problème de sécurité, mais qui est général. Effectivement, ils sont à l'affût des agressions corporelles entre eux, mais également des agressions domestiques, etc., des animaux. Et donc, mon objectif était également aussi de mettre en exergue ces problèmes d'insécurité qui sont liés à la présence des enfants dans la rue. Oui. Et là, on les a un peu abandonnés dans la rue parce que, on va le voir quand même, on leur demande de se lever et d'aller. Il y a quand même l'insécurité. C'est le point saillant de l'insécurité, c'est cette tentative de les enlever. Là, il y a eu des opérations réussies de les enlever pour des sacrifices humains. Hein, c'est vraiment qu'on va tout de suite écouter et dire ces passages du texte qui portent sur ces ravisseurs d'enfants. Hein. Et vous dites que l'auteur, le commanditaire, vous le faites, vous dites sa nationalité, vous dites que c'est quelqu'un habitant, ressortissant d'un pays limitrophe du Sénégal. Je ne sais pas si ça peut consoler. Sur le chemin, en partant pour Mermoz, à 5 pâtés de Maison du Dara, nous remarquâmes la présence de policiers. Ce qui n'était pas un fait totalement inhabituel dans ce quartier avec son lot quotidien de disputes, d'agressions, de vols, de bagarres et d'autres incidents. Ce qui était inhabituel en revanche est que nous remarquâmes la présence de journalistes. Lorsque la presse se déplace, c'est toujours pour un événement spécial. Nous nous approchâmes des lieux pour grossir la foule déjà épaisse des spectateurs. Tandis que nous avancions vers la scène, nous demandâmes des informations aux curieux venus avant nous. « Bandjou, que se passe-t-il là-bas » lui demandai-je. « Un talibé a été tué. J'ai entendu dire qu'il a été violé, puis étranglé et abandonné dans le canal. » Personne ne mérite d'être traité ainsi. Nous aussi, nous aurions pu être élégants, sentir bon et rouler dans de belles voitures. C'est juste qu'à ce jour, Dieu ne l'avait pas encore décidé. Karamoko me répétait sans cesse que personne ne savait ce que lui réservait le destin. Merci. Alors, la dernière partie, c'est celui qui est... En fait, ça concerne celui qu'on considère mort, qui est disparu. Exactement. Hein, parce que, justement, la rue est dangereuse et lui, il était un dur à cuire, n'est-ce pas? Il n'aimait pas qu'on le méprise, il n'aimait pas qu'on le... Donc, voilà, il savait se battre et il a déjà, je disais, sauvé celui-là. Mais on voit un peu, ces talibés sont la cible, justement, les croyances populaires. Le monsieur qui cherche, c'est un monsieur qui est riche, mais il est encore avide de puissance et d'argent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il fait faire ces sacrifices, comme on l'a dit avec les albinos. Ici. Exactement. Le roman parle de ça. Exactement. Des sacrifices, mais avec des... Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de cela, des albinos, notamment en Côte d'Ivoire. On entendait souvent parler de ces sacrifices humains qui étaient destinés à avoir du pouvoir ou à avoir un certain poste. Et donc, quand j'ai lu cet article qui parlait des disparitions des talibés, on va dire un peu la partie fiction, je me suis inspiré de cela, c'est-à-dire qu'il fallait imaginer l'envers du décor. Qu'est-ce qui pouvait arriver à ces enfants une fois qu'ils étaient kidnappés dans la rue? Et le sacrifice humain m'a semblé être une hypothèse plausible. Et effectivement, c'était le fond de l'ouvrage. Tierno, au début, il ne sait pas si son ami est mort ou pas. Il sait qu'il a disparu. Ça va être une enquête policière, effectivement, qui va aboutir à ce que nous allons voir. C'est-à-dire que le dénouement, c'est un riche, des Almadies, qui kidnappe les enfants, qui les sacrifie avec la complicité du diable pour obtenir argent et pouvoir. Et là, c'est un peu des croyances là qui sont en survivance.
hein, c'est-à-dire avec ses sacrifices. Vous avez lu cette partie-là, c'est la partie la plus, disons, la plus importante du roman. C'est vraiment le nœud du roman. On découvre que en fait, c'est des sacrifices humains. C'est à cause de cela que les enfants disparaissent. Ils sont même vendus, mais ça, peut-être laisser les gens lire le roman, savoir qui les vend et pourquoi. C'est cela. Mais je pense qu'on touche là le talent d'écriture d'Amidou, dans cette partie que vous décrivez. Oui. Parce que La mystérieuse disparition du talibé est le premier roman qu'Amidou a écrit. Oui. Par la suite, il se dirige vers un style d'écriture très empreint par rapport à ce qu'on découvre à la fin de La mystérieuse disparition du talibé. C'est sa touche personnelle, je dirais. Oui. Vous parlez d'enquête policière, mais ce jeune qui recherche son ami disparu, ou ses ravisseurs, et c'est un véritable héros, hein, vraiment. Et il met cette enquête. Il a une obsession, mais justement, à un moment, il pense que, je dis qu'il est ambitieux, il veut sortir de cette situation de talibé. On le voit. Oui. Il ne veut pas s'habiller comme eux, il s'habille correctement, hein, et d'ailleurs, curieusement, il a découvert qu'on n'a pas besoin d'être en haillon pour avoir de l'argent, parce que là, il a eu 5 000 francs. Hein. Et alors, est-ce que pour en sortir, il montre qu'on peut être différent, ne pas avoir cet aspect misérable, mais deuxièmement, surtout, l'éducation. C'est ça, moi, le point qui m'a frappé. Il apprenait le français en cachette. En cachette, et il est allé dans une classe, il a fait un trou dans le mur et il regardait. Oui, et voilà. Alors ça, est-ce que c'est une manière de dire, avec l'éducation, peut-être on pourrait régler cette question-là, sortir de cet état? L'une des thématiques, oui, sous-entendues de l'ouvrage, c'est l'éducation. Oui. Tcherno est une genre de chimère, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'enfant normal et l'enfant talibé. Mon objectif était de montrer que la frontière était très fine entre un enfant normal qui va à l'école et un enfant qui est dans la rue, et qu'il suffit d'un peu pour que finalement l'enfant qui est dans la rue redevienne un enfant normal. Tcherno, il parle français, il lit des journaux, et c'est pour montrer qu'une resocialisation est encore envisageable. On a vu des enfants soldats au Congo, après avoir tué des gens, être réinsérés, c'est-à-dire que pris par une cellule capable de faire un travail psychologique sur eux et de les réinsérer dans la société. Donc aujourd'hui, ces enfants-là sont certes dans la rue, mais la frontière est encore très fine et il n'est pas trop tard pour qu'ils rebasculent et qu'ils aient une éducation qui est normale et une enfance qui est normale. Oui. Parmi ses fascinations, c'est l'éducation, apprendre. Oui. Il lit des journaux en cachette, il va suivre les cours à l'école en cachette, il a fait un trou dans le mur de la classe, et le professeur, c'est un homme généreux. Et quand il a vu, il lui a donné les cours, voilà. Tcherno est persuadé qu'il peut en sortir avec l'éducation, en apprenant. Et c'est ce que la fin nous laisse comprendre, qu'il va s'en sortir grâce à cette curiosité, grâce à l'éducation, et je rajouterais même grâce à la foi, parce que Tcherno, il a la foi. Oui, il a la foi. Et c'est ça qui lui donne la force de continuer d'avancer. Oui. Et il avance, il est courageux, peut-être même une certaine témérité. Complètement. Parce qu'il avance, heureusement, il rencontre de bonne volonté. Il y a en français, il y a des Sénégalais. Bon, mais ceux qui liront le roman, prenez la peine de lire, ils comprendront. Mais sa plus grande obsession reste toujours retrouver le cadavre de son ami, encore une fois, le cadavre ou ses ravisseurs. Mais en attendant, si on écoute encore, on voit qu'il n'est pas sorti de l'auberge. Il y a toujours la vie de talibé, le Dara qui est aux HLM qui se poursuit. Hein? Exactement, parce que pendant son enquête, il va avoir tout un ensemble d'obstacles qui vont s'opposer à lui et qui est dû en fait à sa posture de talibé. Quand il va à l'hôpital par exemple pour essayer d'identifier le corps d'un des talibés, on lui dit mais tu es encore jeune, il a fallu qu'il change son style vestimentaire. À un moment, il va à la police pour demander à la police de se charger de l'enquête. Le policier lui dit mais retourne à tes occupations. Donc on voit quand même que sa position, l'enquête a été difficile pour lui. Voilà pourquoi c'est une obsession comme vous le dites. Oui. Alors on va voir donc Tcherno, hein, on va écouter Fatima. Car en attendant, c'est la vie de talibé qui continue. Hein. Nous continuons notre chemin jusqu'à Mermoz. Mes compagnons avaient presque oublié le terrible incident du matin. Moi, j'avais encore l'esprit légèrement tourmenté. Et si c'était à nous, me demandais-je sans cesse. Après tout, c'était fort possible. Je ne me souvenais même plus du dernier jour où il n'avait pas cheminé avec nous. À la fin de notre ronde, nous rentrâmes plutôt aux HLM avant la prière du crépuscule.
Cheikh était surpris de nous voir arriver si tôt. Fructueuse, il faisait bien évidemment allusion à la somme que nous avions ramassée en tendant la main. Chacun devait verser 1000 francs par jour. Ceux qui déposaient 1500 ou 2000 mangeaient bien. Cheikh, notre encadreur, leur achetait même de jolis vêtements et ils portaient toujours des chaussures sans trou. Quant à ceux qui déposaient 2000 francs ou 3000 francs, ils dormaient souvent à côté de lui. Cheikh était le fils aîné de Karamoko, le marabout. Et Karamoko, lui, il avait l'habitude de nous appeler ses enfants. Pour moi, ce n'était que de belles paroles pour nous attendrir et nous retenir près de lui. Ses vrais enfants, il n'aurait jamais pensé les envoyer mendier chaque jour dans les rues. Au contraire, nous étions là juste pour les nourrir. Lui, ses femmes et leurs vrais enfants. Voilà. Donc, la vie continue dans le Dara. C'est un Dara 25 pensionnaires, n'est-ce pas, qui est situé au quartier HLM. Et on voit que, voilà, il fait tout pour sauver tout le monde, mais il ne savait pas que lui, c'était la prochaine cible. Tout à fait. Hein, parce que justement, c'est lui qu'on devait sacrifier la prochaine fois, il ne le savait pas, mais il a tout fait. Il est allé à la police, il n'a pas été reçu. Là, c'est la corruption, hein, parce que je vous ai dit, et ça met à nu aussi la corruption et l'impunité. L'impunité, c'est le commanditaire de tous ces enlèvements d'argent qui arrive, quand il va à la police, on ne lui dit rien, on le renvoie même. Quand il va à l'hôpital, on ne lui dit rien, c'est tout à fait par hasard qu'il a, par chance, rencontré des gens qui ont pu l'aider. Exactement. J'aimerais revenir, si vous le permettez bien, sur certaines expressions comme Karamoko, qui signifie tout simplement enseignant. C'est-à-dire que moi, qui ai une grande éducation religieuse, si jamais demain je commence à dispenser des cours de Coran à des élèves, on va m'appeler naturellement Karamoko. Si demain je décide d'ouvrir mon domicile pour accueillir des enfants de la rue, demain on dira que je tiens un Dara. Donc il ne faudrait pas commettre ce lapsus, c'est la première des choses. Alors en ce qui concerne également le nom des villes citées, cela fait partie un peu de l'écriture romanesque, si je peux me permettre de dire cela ainsi. C'est-à-dire que ça a commencé par Wakam, ensuite ça a été Liberté 6 pour terminer finalement les HLM entre les deux. Alors oui, pour revenir à votre question, c'est vraiment le sacrifice. Oui. C'était ça la question, là, les sacrifices humains qui sont pointés du doigt, si je me souviens, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela, pointé du doigt. Il est courageux, il ne savait pas qu'il était la prochaine cible, mais vraiment, on peut dire qu'il se donnait pour régler ce problème. Il a même accepté d'être un appât. Il a accepté d'être un appât. Et Tout pourtant, hein, Il fait l'appât. Oui, il fait l'appât. Et pourtant, je dis, vous écrivez, il dit, quand il a hésité, on lui a dit, nous sommes en Afrique, les personnes riches échappent très vite à la justice. Alors plus ils n'auront de preuves, parce qu'ils cherchaient des preuves, ils hésitaient. On lui dit, nous sommes en Afrique, on sait que les personnes riches échappent à la justice, mais quand même, il faut essayer de... Parce que ce Malien qui vient du Mali, le bourreau, c'est grâce à l'argent. Parce qu'il fait un achat des talibés. Je me rappelle dernièrement dans l'actualité, je disais qu'il y avait un camion qui avait été interpellé entre la Guinée-Bissau et le Sénégal qui transportait des enfants. Donc effectivement, lui les achète, il utilise sa puissance et il sait qu'il vole un peu au-dessus des lois, c'est-à-dire qu'il fait tout un ensemble de corruption. Il va acheter ses enfants auprès de ce monsieur-là qui les encadre pour ensuite faire les sacrifices. Donc il y a aussi une certaine impunité. Alors, vous avez lu ces autres romans? Presque tous. Oui, alors presque tous. Presque. Et on voit quand même, parce qu'on ne va pas déplorer le sujet, hein, les gens n'ont qu'à acheter lire, hein, c'est une incitation à la lecture d'ailleurs. Tout à fait. Hein, on a parlé de la corruption, de l'impunité, n'est-ce pas? Et puis, rien n'arrêtera le jeune talibé, vraiment, il est dans la peau du justifié maintenant, du justicier. Hein, mais dans ces autres romans, il y a beaucoup de mysticisme quand même. Tout à l'heure, vous dites, vous avez parlé de la piété, je pense, la religion. Oui. Mais là, et puis aussi, la sorcellerie. Tout à fait. Hein, la sorcellerie également. Aussi, oui. Présent aussi dans ces autres romans. La magie noire. La magie noire, oui. Les djinns. Oui, les djinns, tout ça, oui. Exactement. Ce monde ce monde, on me dit souvent tel que tu le traites parce qu'il te fait quelque part peur. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas cela me passionne depuis la tendre enfance. J'ai toujours, je viens d'une famille qui est fortement polygame. Et forcément, quand on évolue dans un tissu familial
comme celui dans lequel j'ai grandi, on est accoutumé à voir certaines choses, à baigner dans un certain environnement qui en fait une familiarité finalement. Et c'est vrai que dans toutes mes œuvres, j'aborde la magie noire, le mysticisme, les djinns, parce que c'est un monde qui fait partie de notre quotidien mais qui est invisible et qui pour moi n'est pas forcément quelque chose de noir mais qui mérite. Dans certaines de mes œuvres, je crée même des mondes imaginaires, des djinns, où je crée des djinns qui sont gentils. Donc c'est pour dire qu'il y a un monde qui est avec nous constamment mais qu'il ne faut pas forcément rejeter et voir sous le côté obscur. Oui, parce que là c'est très fort. Hein. Il y a une femme albinos, il y a une sorte de... Voilà, c'est terrible. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai vu dans ses autres romans aussi, j'ai lu, c'est un peu cela aussi. La patte du mal, hein, oui. Ça, il fait baigner ces histoires ici, mais ce qui retient ici, c'est la belle enquête policière quand même, menée par ce jeune talibé qui va jusqu'au bout. Vous voyez déjà une démarche courageuse. Alors, il se réveille un jour. Alors, à la télé, l'autre jour, le journaliste avait précisé à propos du talibé que son corps avait été acheminé à l'hôpital principal de Dakar. Il avait aussi ajouté qu'il serait enterré les jours suivants si personne ne se manifestait pour réclamer le corps. Bien qu'une semaine se soit déroulée depuis les faits, j'ai décidé de tenter ma chance et de faire le déplacement le lendemain. Donc, il se jette vraiment corps et âme pour essayer de d'élucider cette affaire-là. Pourquoi l'autre a disparu, son ami? Hein, voilà. C'est un bon roman. C'est un excellent roman. Excellent, agréable à lire en tout cas. Tout à fait, que nous allons conseiller aux futurs lecteurs et lectrices. Voilà. Voilà. Donc voilà, la mystérieuse disparition du talibé. Entrer au fond des choses. Il faut aller au fond des choses, ne pas rester sur la superficialité, regarder seulement ce qui se passe dans... ne pas indexer les daras. Il y a d'autres questions évidemment qu'il faut voir. Hein. Oui, et voilà. D'ailleurs, il faut le préciser comme j'ai bien précisé la chose, c'est-à-dire qu'il y a les daras, il y a les orphelinats, il y a les personnes qui ouvrent leur domicile. Moi, je sais par exemple qu'à Conakry, je connais une personne qui, en temps de saison pluvieuse, ouvre son domicile aux enfants de la rue et qu'après, par manque de moyens, il se retrouve à demander à droite de l'argent et quand ça ne se passe pas comme il veut, malheureusement, il est obligé de les remettre dans la rue. Donc, j'ai bien voulu mettre la précision entre ces trois aspects-là, le dara, l'orphelinat et la personne tout à fait normale qui décide d'ouvrir son domicile pour accueillir des enfants de la rue. Merci beaucoup. Donc, la mystérieuse disparition du talibé, le roman de Hamidou Ba, nous en avons parlé avec les commentaires de Béatrice Bernier-Barbé. Merci beaucoup. Nous passons à la deuxième partie.